Le XIXe siècle, l'apogée de l'Empire britannique, pourrait être qualifié de siècle britannique. Le XXe siècle est inévitablement le siècle américain. Les Américains ont créé un empire, peut-être le plus puissant de l'histoire. En revanche, les dernières décennies ont vu l'essor rapide de la Chine, accompagné plus tard par l'essor de l'Inde et de nombreuses autres économies plus petites d'Asie du Sud-Est. Cela conduit beaucoup à appeler le XXIe siècle le siècle asiatique. Le terme existe depuis un certain temps, et pour cause. C'est le continent le plus peuplé du monde qui est appelé à stimuler la croissance mondiale, alimentée par une population jeune et instruite, alors que le reste du monde vieillit. L'essentiel de cette croissance devrait provenir des deux pays les plus peuplés du monde, l'Inde et la Chine. Les deux économies ont connu une croissance vertigineuse ces dernières années et ont retenu l'attention du monde entier. Cependant, l'Inde reste un pays fondamentalement pauvre, confronté à une myriade de problèmes, tandis que beaucoup prédisent que la Chine stagnera, voire s'effondrera. Regardons le parcours de ces deux géants, leurs problèmes et leurs ambitions, pour mieux comprendre l'avenir auquel ils sont tous deux confrontés. Bienvenue dans le rapport des années 20. Les germes du siècle asiatique ont en réalité précédé le boom économique indien et chinois et ont même commencé immédiatement après que les bombes atomiques ont décimé le Japon. Alors qu'au lendemain de la guerre, les États-Unis et l'Europe étaient en plein essor économique, l'Asie avait encore du mal à trouver sa direction politique après des siècles de colonisation, à l'exception de 5 économies. Le Japon a été le premier à se relever de la dévastation, défiant ainsi les États-Unis pour la domination mondiale. Alimentée par son industrie manufacturière innovante et rentable, l'économie japonaise a été la première à établir le modèle d'une résurgence orientée vers l'exportation. Vient ensuite Hong Kong, Singapour, Taïwan et la Corée du Sud, qui se transforment en économie tigre de premier plan, alimentée à nouveau par les exportations et une industrialisation rapide. Bien avant que le monde ne considère la Chine comme l'épine dorsale industrielle de la planète, ces économies tigres asiatiques avaient endossé le rôle d'une fabrication à faible coût, produisant des produits électroniques de masse et des automobiles économiques à une époque où les jeux vidéo, les téléviseurs et les voitures étaient devenus omniprésents dans le monde occidental. Complétant le Japon, ces économies tigres ont été le fer de lance de la croissance asiatique à partir des années 1960, pour finalement devenir l'une des régions les plus riches du monde. L'Inde et la Chine, quant à elles, ont vécu des histoires très différentes de celles de ces économies asiatiques en rapide évolution. Alors que la Chine continentale était encore sous le choc des effets du régime communiste et des politiques économiques radicales de nationalisation rapide de Mao, l'économie indienne se débattait sous un système économique rappelant celui des soviétiques. Le découragement actif des entreprises du secteur privé, associé à une gouvernance inefficace et corrompue, a maintenu le taux de croissance indien à environ 4% entre 1951 et 1980, un contraste saisissant avec celui des autres pays asiatiques qui ont atteint plus de 7% au cours de la même période. C'est donc la Chine qui devait se réveiller à la première. Dans les années 1960, le PIB par habitant de la Chine était à la traîne par rapport à celui de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. La Chine avait un modèle économique planifié de type soviétique, favorisant la collectivisation. Les forces du marché ont été plus ou moins éliminées du tableau, la planification centrale dictant les intrants et les extrants industriels. Les salaires et la répartition des emplois étaient également gérés conformément au plan de l'État. Ces contrôles économiques rigides ont conduit à des inefficacités au sein du système, entraînant des catastrophes provoquées par l'homme, telles que la famine de 1959 à 1961, au cours de laquelle environ 30 millions de personnes sont censées avoir péri. L'assaut économique n'a été qu'aggravé par la révolution culturelle lancée par Mao en 1966, aujourd'hui largement interprétée comme une tentative de consolidation du pouvoir. Cela a plongé le pays dans une tourmente qui a duré une décennie et qui, selon les dirigeants chinois eux-mêmes, n'a apporté que de graves troubles, des dégâts et une régression. Deng Xiaoping prend les rênes en 1978, 2 ans après la mort de Mao, qui met définitivement fin à la désastreuse révolution culturelle. Il a suivi une politique de réforme et d'ouverture qui consistait notamment à accorder aux ressortissants chinois un certain degré de propriété des produits et à accueillir les investissements étrangers en Chine.
Simultanément, il normalise les relations diplomatiques avec les États-Unis, première économie mondiale. En 1979, il a également consacré la politique de l'enfant unique pour endiguer la croissance démographique de la Chine, dans le but de réduire la taille grandissante du pays. L'évolution progressive de la Chine vers une économie de marché a produit d'importants dividendes, dont l'impact est visible aujourd'hui. La Chine a commencé à créer des zones économiques spéciales, ou ZES, pour expérimenter des politiques de marché flexibles, en commençant par la ville méridionale de Shenzhen, transformant progressivement la ville d'un village de pêcheurs en une puissance économique basée sur le transport maritime et l'industrie manufacturière. Ces zones offraient des incitations fiscales aux investisseurs étrangers pour qu'ils créent et possèdent des installations, permettant ainsi à ces régions de servir de centre de production à faible coût pour les acteurs mondiaux. Aujourd'hui, les ZES sont répartis dans toute la Chine, avec de nombreuses variations différentes en fonction de la situation géographique, des préférences industrielles et de la disponibilité des ressources. Les ZES devraient avoir contribué à environ 22% du PIB chinois, à 45% des investissements directs étrangers et à environ 60% des exportations au cours des dernières décennies. Les politiciens indiens considéraient peut-être cette évolution avec envie, mais le potentiel économique de Delhi était également sur le point de toucher un terrain fertile. Alors que la Chine communiste s'adaptait aux politiques de libre marché, l'Inde démocratique poursuivait une politique de nationalisation, décourageant de plus en plus ses investissements privés. À partir de 1969, puis en 1980, l'Inde a progressivement nationalisé ses banques privées. Bien que cela ait contribué à étendre le secteur bancaire dans les zones rurales de l'Inde et à accélérer la révolution verte agricole, le revers de la médaille a été le déclin de la qualité globale du système bancaire. Cela a aggravé le problème de l'accumulation d'actifs non performants, ou NPA, et les escroqueries bancaires sont devenues monnaie courante. Ouvrir et gérer des entreprises était incroyablement difficile. La licence RAJ, comme on l'appelait, désignait la réglementation gouvernementale stricte, dissuadant activement la propriété privée. Les industriels déjà délabrés ont reçu de multiples chocs avec un impôt sur la fortune et un impôt supplémentaire sur les successions, démotivant encore plus l'industrie. À un moment donné dans les années 1970, l'impôt sur le revenu indien pour la tranche d'imposition la plus élevée était de 97,7%. Les taux de croissance ont ralenti au compte-gouttes. Cela a amené l'économiste Raj Krishna à inventer le terme « taux de croissance hindou » pour décrire la faible croissance de l'Inde entre les années 1960 et 1980. Les choses ont atteint leur paroxysme en 1991, lorsque l'Inde a été contrainte d'ouvrir son économie à la lumière d'une grave crise de balance des paiements. Alors que l'Inde était au bord du défaut de paiement, les réformes ont conduit à une économie plus libéralisée, ce qui a constitué un tournant pour l'Inde. La licence RAJ était terminée. Aujourd'hui, l'Inde et la Chine sont parfois présentées comme le rempart contre la stagnation économique mondiale. Les géants asiatiques ont parcouru un long chemin depuis leur époque respective d'avant les réformes et figurent parmi les 5 premières économies en termes de taille. Mais tous deux ont des atouts et des défis très particuliers, ainsi que des ambitions très différentes. Bien que des comparaisons soient souvent faites entre les deux, elles se trouvent à des stades de développement différents. La Chine, en 2023, avait un PIB d'environ 19 000 milliards de dollars américains, tandis que l'Inde avait un PIB de 3 700 milliards de dollars américains. L'économie chinoise représentait donc environ 5 fois la taille de l'économie indienne. Ce ratio vaut également pour le PIB par habitant, qui s'élève à environ 13 000 dollars américains pour la Chine et à 2 600 dollars américains pour l'Inde. Parce que l'économie chinoise a entamé ses réformes plus tôt et a connu une croissance plus explosive dans les années 1990 et 2000, l'écart avec l'économie indienne a commencé à se creuser rapidement. La croissance chinoise entre 1979 et 2018 était d'environ 9,5% par an, ce qui signifie que la taille de l'économie chinoise a pratiquement doublé tous les 8 ans. L'Inde a connu une croissance d'environ 4% jusqu'en 1991, date à laquelle la croissance est accélérée. Mais à long terme, elle n'a jamais atteint les sommets chinois. Au cours des 30 dernières années, elle s'est élevée en moyenne à 6,2%. La croissance chinoise s'est construite autour d'un boom manufacturier à faible coût alimenté par des investissements de capitaux à grande échelle, souvent extérieurs à la Chine. Les entreprises à investissement étranger, ou FIE,
représentait près de 60% des exportations chinoises à leur apogée en 2005, ainsi que 60% des importations chinoises. En 2010, les FIE employaient environ 55 millions de travailleurs, soit 16% de la main-d'œuvre urbaine chinoise. Un deuxième levier crucial utilisé par la Chine était l'augmentation de la productivité du travail. Les réformes économiques de la Chine ont entraîné une hausse plus forte de cet indicateur clé, souvent négligé, en raison de l'assouplissement des contrôles sur les secteurs autrefois gouvernés par le gouvernement central, tels que l'agriculture et l'industrie manufacturière, permettant aux forces du marché de jouer un rôle clé dans l'amélioration de la productivité. De plus, les investissements internationaux ont apporté de nouvelles technologies et de nouveaux processus qui ont amélioré l'efficacité. Un certain nombre de géants établis à l'échelle mondiale, ainsi que de futurs géants, ont ouvert des magasins en Chine pour profiter de la vaste main-d'œuvre bon marché pour développer leurs entreprises. La croissance rapide de la Chine, à forte intensité de main-d'œuvre et tirée par le secteur manufacturier, signifiait un progrès social immédiat pour ces masses. La population qui dépendait auparavant de l'agriculture s'est presque immédiatement tournée vers le secteur manufacturier. En parallèle, les incitations de la Chine à améliorer la qualité de sa main-d'œuvre ont conduit à une augmentation du taux d'alphabétisation de 65% au début des années 1980 à plus de 97% en 2020. La croissance a été si étonnante et le rythme si inhabituel qu'une superpuissance économique a été créée en quelques décennies. La croissance de l'Inde a été bien plus modérée, contrairement à celle de la Chine. Même si les réformes en Inde ont attiré les investissements étrangers, elles n'étaient pas du même niveau que celles reçues par la Chine. La croissance était plus généralisée, tous les principaux secteurs affichant de bien meilleures performances par rapport aux années 1980. Mais alors que l'industrie manufacturière était l'atout de la Chine, la croissance indienne a été tirée par un secteur de services très résilient, tiré par une vaste classe moyenne anglophone, dotée de compétences informatiques croissantes. L'Inde est progressivement devenue le service administratif mondial, de la même manière que la Chine a occupé la place de l'usine mondiale. Les centres d'appel servant d'infrastructures de services clients à des milliers de grandes entreprises constituent une grande partie de cet écosystème. Au cours des 2 dernières décennies, l'économie indienne a également bénéficié de certaines initiatives gouvernementales, comme l'UPI ou l'interface de paiement unie. Ce réseau national de paiement numérique a eu un effet multiplicateur significatif sur l'économie indienne. Lancée en 2016, l'adaptation est devenue si vaste qu'en mai 2023, elle a enregistré 3600 transactions par seconde, avec 300 millions de personnes l'utilisant. L'Inde est aujourd'hui leader mondial en termes de paiement en temps réel, suivi de loin par la Chine. Mais l'Inde n'a pas reproduit la montée en puissance chinoise. La croissance a été plus intermittente qu'exponentielle, comme celle de la Chine. La raison la plus fondamentale en est peut-être la nature fédérale de l'État indien, ce qui signifie que l'autorité centrale était limitée et que les réformes n'ont souvent pas trouvé leur chemin dans les États. Les réformes du travail, les réformes de la politique commerciale et les réformes de privatisation étaient souvent inachevées. Contrairement à la Chine, où l'autorité centrale a le pouvoir d'éliminer au bulldozer tous les obstacles locaux, l'approche démocratique de l'Inde, bien que plus conciliante avec les différents intérêts, n'a pas permis au processus de réforme indien de décoller. En fait, certaines réformes sont encore en cours. Le système fiscal indien, notoirement complexe, n'a été réformé qu'en 2017, le pays s'orientant enfin vers un système fiscal uniforme. Les réformes agricoles restent encore en attente aujourd'hui en raison du manque de volonté politique et de l'opposition à la privatisation. Les rendements agricoles de l'Inde restent aujourd'hui extrêmement faibles et représentent actuellement un tiers de ceux de la Chine et la moitié de ceux du Vietnam et de l'Indonésie. Les réformes chinoises ont en effet été plus efficaces et ont placé la Chine sur la bonne voie pour devenir la plus grande économie du monde d'ici le milieu du siècle. Mais la Chine semble avoir hésité en cours de route. Le défi le plus redoutable auquel la Chine est probablement confrontée est celui de l'effondrement démographique, à la fois quantitatif et qualitatif, accéléré par sa politique de l'enfant unique. La croissance chinoise est due à une population nombreuse, jeune et formable dans les années 1980 et 1990, un avantage dont dispose aujourd'hui l'Inde. Aujourd'hui, lorsque la population vieillit, si elle n'est pas remplacée un pour un, comme ce fut le cas en Chine, cet avantage disparaît. L'âge médian en Chine, en 1978, était de 21,5 ans. En 2020, ce chiffre est passé à 38,4.
environ 14% de la population chinoise a aujourd'hui plus de 65 ans, une proportion qui devrait continuer d'augmenter. Cela signifie qu'une population plus importante quitterait le champ des contribuables et dépendrait à la place des impôts d'une partie beaucoup plus restreinte de la population, un véritable casse-tête pour l'État. Parallèlement, la population chinoise devrait également diminuer en raison de la baisse du taux de natalité. Alors que l'Inde a déjà succédé à la Chine en tant que nation la plus peuplée, la population chinoise devrait chuter de 50% d'ici 2100. Ce phénomène chinois a souvent été comparé à celui du Japon, qui est aux prises avec des préoccupations démographiques similaires. Mais il y a une différence flagrante. La Chine ne peut toujours pas se qualifier de riche. Le revenu moyen japonais est déjà au niveau du premier monde, alors que la population ne cesse de croître. En d'autres termes, le Japon est devenu riche avant de vieillir. Il est peu probable que la Chine le fasse. Le deuxième défi majeur auquel la Chine est confrontée est de nature structurelle. La crise immobilière en Chine, qui menace depuis quelques années de mettre à terre la deuxième économie mondiale, reste un bourbier pour l'État chinois. Dans ce qui a commencé avec le défaut d'Evergrande, le deuxième plus grand promoteur immobilier de Chine en 2021, en raison de dettes intenables, une vague de défauts de paiement immobilier a suivi. Ceci est crucial, car on estime que le secteur immobilier chinois représente jusqu'à 25% de l'activité économique du pays. Le gouvernement chinois a réduit le niveau d'endettement des promoteurs immobiliers dans le but de stabiliser leurs finances. Des décennies de construction rapide ont conduit à une offre excédentaire et maintenant que la demande ralentit, la situation est périlleuse. Le troisième défi majeur est de nature géopolitique. La Chine est devenue l'épine dorsale industrielle du monde, où les pays avancés se sont débarrassés de leurs obligations manufacturières bas de gamme. La Chine, consciente que son avantage en matière de bas salaire prendra bientôt fin, tente activement de passer à la prochaine étape de croissance en se lançant dans l'innovation et les technologies avancées, telles que l'IA. Compte tenu de la nature clandestine du gouvernement chinois et de la méfiance croissante de l'Occident à l'égard des ambitions chinoises, cette ascension a fait trembler quelques plumes, conduisant à des guerres commerciales et à des embargos mondiaux. Tout cela s'ajoute à une tendance très inquiétante pour Pékin. Depuis le début de son ouverture au monde, la part de la Chine dans le PIB mondial a augmenté régulièrement. Jusqu'à l'année dernière, où il a légèrement diminué pour la première fois en 50 ans. Mais maintenant, il diminue assez fortement, passant de 18,4 à 17%. Cela illustre parfaitement que les problèmes décrits ci-dessus ne sont pas exagérés, mais constituent une réalité en Chine. Cela va-t-il porter atteinte à la légitimité du Parti communiste ? Jusqu'à présent, il y a peu de preuves de cela. Mais sans remède à la stagnation, le problème va s'aggraver et rendre nerveux tous les membres du PCC. Parallèlement, les défis économiques de l'Inde sont très différents de ceux de la Chine. Le plus grand obstacle qui retarde la croissance de l'Inde est peut-être la faiblesse et l'ineptie des infrastructures. Le manque de financement, les formalités administratives et la bureaucratie, ainsi qu'une mauvaise planification, ont conduit à une infrastructure publique grinçante qui finit souvent par être rénovée lorsque cela est nécessaire. Dans des domaines critiques de l'infrastructure, tels que la production et la fourniture d'électricité, les transports publics, l'adéquation des routes et le transport de marchandises, l'Inde est nettement à la traîne par rapport à ses pairs. Certains secteurs de grande valeur, comme le ciment, l'acier et l'automobile, qui sont essentiels à la croissance nationale, sont très sensibles à la médiocrité des infrastructures. Les initiatives indiennes, telles que Make in India, axées sur l'augmentation de la part de l'Inde dans le secteur manufacturier mondial et sur la tentative efficace de capitaliser sur les industries qui quittent la Chine, ont stagné en raison d'incohérences infrastructurelles malgré une disponibilité abondante de main-d'œuvre. Un autre défi auquel l'Inde, en tant que régime politique, est confrontée est son protectionnisme commercial et son refus de joindre les accords commerciaux mondiaux. Bien que l'Inde ait conclu des accords commerciaux avec certains pays d'Asie du Sud, elle n'est pas comparable à des pays comme l'ASEAN ou l'UE. Quel que soit le gouvernement, l'Inde entretient depuis longtemps une approche cynique à l'égard des investissements étrangers. Que ce soit dans le secteur de la vente au détail ou dans celui de l'automobile, le protectionnisme indien a empêché la nation de bénéficier de la croissance technologique mondiale. Le manque de transparence du paysage commercial indien est également apparu comme un obstacle majeur, dans la mesure où le gouvernement est de mèche avec quelques champions nationaux. Cela ressemble aux grands conglomérats oligopolistiques qui ont conduit le développement de la Corée du Sud.
Compte tenu de l'énorme écart de richesse de la société indienne, l'opinion publique est devenue plus controversée. En particulier, après que les grands conglomérats comme Adani soient tombés dans une conspiration avec les rapports Hindenburg et ont rebondi avec le soutien du gouvernement. Le groupe Adani, évalué à plus de 200 milliards de dollars, a été accusé entre autres de manipulation boursière, de fraude et de blanchiment d'argent. Plus tard, cependant, le géant est revenu à la surface grâce au soutien du gouvernement. La Chine est donc essentiellement une superpuissance, compte tenu de sa taille économique et de sa puissance militaire, et elle envisage de remplacer les États-Unis à court terme. Contrairement à la Russie, la Chine dispose de nombreux outils dans son arsenal. Son économie est étroitement liée au monde et elle ne souffre pas de manière isolée. Elle possède une culture de jeunes entreprises dynamiques qui stimule son innovation, même si elle repose en grande partie sur l'imitation. Comparée à la plupart des pays occidentaux, l'IA chinoise est bien avancée. Les ambitions de Xi Jinping nous ont déjà donné un aperçu de l'affirmation de la Chine, non seulement dans les domaines économiques, mais aussi dans les tensions géopolitiques à Hong Kong, Xinjiang et Taïwan. Mais l'écart entre la Chine et les États-Unis reste énorme. Et compte tenu des défis croissants, la Chine ne parviendra peut-être pas à détrôner les Américains. L'Inde se considère également comme une future superpuissance, mais cette vision est plus lointaine que celle de la Chine. Son objectif à court terme reste d'élever la majeure partie de sa population au-dessus de la pauvreté, et peut-être d'atteindre bientôt le statut de pays à revenu intermédiaire. Bien qu'elle ait attiré l'attention du monde entier avec un programme spatial dynamique et un écosystème de jeunes entreprises actifs, des interventions politiques plus audacieuses et plus pragmatiques sont la nécessité du moment pour générer une croissance plus inclusive et plus rapide si elle doit rattraper la Chine. L'Inde n'a pu égaler la croissance de la Chine qu'au cours des 8 dernières années, mais étant donné son point de départ, les opportunités restent bien plus grandes. Malgré leurs problèmes, les deux économies semblent en passe de devenir leurs propres pôles économiques dans un avenir proche. Le temps nous dira si, comme le prédit Peter Zeihan, la croissance chinoise, voire l'ensemble de son modèle social, s'effondreront complètement. Si tel est le cas, l'Inde pourrait en être le principal bénéficiaire. Les germes de ce machinisme sont déjà visibles, mais Delhi a encore un long chemin à parcourir pour encourager les capitaux étrangers à se développer sur le sous-continent indien.